Et bonjour! Bienvenue dans On n'est pas filmé, la 11e émission très particulière. On est encore énormément dans ce studio. C'est assez gênant, une émission spéciale, justement. On adore dire qu'on est une émission spéciale. Là, les Oscars, davantage, vous allez voir, on va faire plusieurs critiques autour de films qui se représentent aux Oscars. On va avoir une petite critique sur A Real Pain, qui sort aujourd'hui même. Une critique sur The Brutalist, qui est le grand favori désormais, puisqu'avant c'était Emilia Pérez. Et au vu des scandales, maintenant, ça va être The Brutalist, on s'en doute. Et on va vous dire véritablement si ça le mérite. Et aussi, nous avons une belle tablée de plusieurs représentants, puisqu'on a les représentants donc, du festival du court-métrage avec Raphaël qui vient s'incruster complètement. Comment vas-tu ? Ça va très bien, pardon, j'ai un peu de retard la voix. Oui, j'ai vu. Je me suis pas incrusté, je suis là depuis très longtemps. Non, tu t'incrustes vraiment, véritablement. On t'a dit qu'on te virait même, la dernière émission. Du coup, je reviens pour encore mieux qu'avant, avec une autre équipe. Excuse, oui, mais je suis accompagné aussi aujourd'hui. Oui, de Rosalie. Bonjour Rosalie, comment vas-tu ? Bonjour. Ça va, justement ? Très bien. Il te saoule pas trop, Raph ? Non, il est rigolo. Il est rigolo ? Ah bah, Raphaël, fais-nous une blague si t'es rigolo. Tire sur mon doigt. Vas-y. Va te faire enculer. Allez, super. Pardon, excusez-moi. Ouais, non. Ça, c'est homophobe ce que vous faites, monsieur. Vous n'êtes pas un bon représentant. Qu'est-ce que tu racontes ? Ta gueule. On a Zéphyr aussi. Comment vas-tu, Zéphyr ? Bonsoir, moi je vais très bien. Merci de me remettre à cette table, de me sortir de la régie comme à chaque fois. T'es un peu notre Oscar à nous. T'es un peu celui qu'on aime idolâtrer. Waouh. Plus que certains, comme Lenny, que bon, voilà, à chaque fois, on est un peu. Voilà. Il n'y a même pas d'applaudissements quand on te parle d'ailleurs, Lenny. Comment vas-tu ? Bah écoute, ça va, de toute façon je suis habitué. Non, il aime trop ça. Je suis habitué, de toute façon je suis un technicien, donc forcément jamais reconnu. Voilà, même dans les Oscars, c'est de la merde, je leur pisse à la gueule, voilà c'est tout. Oh non, mais sois poli au moins. Non, pas envie. On a Marion à la régie, s'il te plaît, arrête. On a Marion à la régie aussi. Comment vas-tu, Marion ? Merci, ça va très bien, mais d'où Zéphyr il est sorti de la régie ? J'ai pas accepté. Alors même à la dernière émission, si t'avais remarqué, il était, même sur les dernières émissions, il était quand même sorti du studio. Mais qui vous a donné la clé ? Qu'est-ce qui se passe ? Comment t'es sorti, Zéphyr ? Au bout d'un moment, il criait famine quand même. Je sais pas. Famine. Oh, bravo. Elle est simple. Zéphyr l'acteur. On fait une transition là-dessus. Cet entretien sera intégralement pas filmé. Et restons sur Zéphyr, puisque tu vas nous faire cette petite revue d'actu. La dernière fois, c'était Lazare. Il a été un piètre revue d'acteur. Donc là, grâce à toi, on va retrouver le bon sens, la bonne qualité, j'espère. Puisqu'il y avait Seb, maintenant il y a toi qui est en deuxième position. Et il y a troisième, Lazare, ça c'est sûr. Honore-nous avec une belle revue d'actu. On forme une grande famille avec Seb et Lazare, donc je leur dédicace cette revue d'actu de tout mon cœur. Il y a un petit frère à gérer quand même un petit peu à l'extérieur de cette famille. Lazare, moi, c'est insupportable. Je croyais que tu parlais de moi. Ah mais non, tout va bien. J'ai eu peur. Tout à l'heure, j'ai dit qu'il fallait t'idolâtrer quand même. Merci, je sais pas si t'as compris la dynamique là que j'ai avec toi. J'essaye de créer des liens. T'instaures un truc un peu nouveau, j'ai pas l'habitude de ce genre de J'essaye de t'adopter un petit là. peu comme enfant, j'ai besoin. Vas-y. Je vais commencer ma revue d'actu. Pour commencer, au Luxe, on a un super événement qui arrive, c'est un Luxe Picture Show, et en plus c'est moi qui l'anime, donc je vais faire le caout avant. Il y aura une animation, ça va être super. C'est sur Chronos et Le Jour de la Bête. En fait, on a deux versions remasterisées en 4K qui sortent. Chronos, c'est Guillermo del Toro. Vous le connaissez peut-être de La Forme de l'eau, Pacific Rim, Hellboy 1 et 2 et Le Labyrinthe de Pan. Et c'est Del Toro et pas Del Vache qui est sa femme. Applaudissez-moi là-dessus, s'il vous plaît. Non, lui donnez pas cet honneur. Merci beaucoup, les gens, merci. J'ai essayé de faire moi-même les applaudissements. Donc Chronos, c'est sur un alchimiste qui invente un étrange mécanisme, et en fait, à l'époque actuelle, quelqu'un le retrouve. Il se trouve que c'est un vieil antiquaire qui s'appelle Jesus Gris, et ça le fait devenir un espèce de vampire assoiffé de sang qui doit se battre contre quelqu'un qui a le même but que lui, c'est-à-dire de retrouver cette machine-là qui donne jeunesse et vigueur éternelle. Donc voilà, ça va être super, et ça va être suivi du Jour de la Bête, qui est un film de Alex de la Iglesia, qui est un autre gars qui fait du film de genre hispanophone, qui lui est espagnol, parce que Del Toro est mexicain. Et c'est sur un prêtre qui décode l'Apocalypse de Saint Jean, et qui trouve que le jour de la naissance de l'Antéchrist, ce sera le 25 décembre 95 à Madrid. Et donc du coup, pour arrêter cet Antéchrist, il se lance dans sa quête avec
non plus ni moins, non plus, comment on dit cette expression déjà ? Ni plus ni moins. Ni plus ni moins, ouais, pardon, qu'un fan de heavy metal, ce qui fait un duo un peu incongru. Et donc c'est un film comique, horreur, là où Chrono c'est plus fantasy horreur, donc voilà, ça va être hyper intéressant. Et c'est quelle date, tu peux nous la rappeler ? La date c'est le 28 février à 19h30, donc c'est 2 jours après la sortie de cette émission sur les plateformes et sur les ondes. C'est ce vendredi, donc venez me voir galérer et offrir les cadeaux au caout. Ça donne envie comment tu me présentes. C'est parce que je marche sur la pitié en fait. Ah ok. J'arrive pas à me glorifier. Tu penses que ça marche aujourd'hui la pitié ? Je sais pas, je sais rien. Non, ça a marché juste pour toi en fait. Moi. Oh non. Ensuite, au Café des Images, il y a la nuit David Lynch qui arrive. Qui sera le 14 mars, pardon, pas le 13. J'ai noté, on n'a toujours pas de prog, mais ça vaut le coup d'y aller les yeux fermés. Et voilà, au risque de me répéter, oui, allez-y, ça va être super, David Lynch, on adore David Lynch par ici. Donc le 14 mars au Café des Images. Ensuite, on a la fête du court-métrage, ça c'est partout. C'est du 19 au 25 mars, mais on va en reparler, donc je vous en dis pas trop. Après, petit événement aussi à Douvres, si vous êtes près de Douvres, il y a un marathon Hunger Games le 1er mars, samedi 1er mars, de 13h30 à 1h30 du matin, avec les 4 films du coup et des animations, donc au Ciné-Nacre de Douvres. Il y a un lien avec l'anniversaire de Justin Bieber et la nuit Hunger Games, c'est vraiment le 1er mars. T'es très informé sur la vie de Justin Bieber, écoute, j'imagine qu'il sera là du coup. J'espère, justement, c'était pour savoir, comme ça donne un peu de hype à cette soirée. Je sais pas, il joue pas dans le film, il fait pas un figurant, peut-être il fait une musique, non, je sais pas. Ah, on l'aurait remarqué. Ok, non, des fois moi je le remarque pas et il chante quand même, hein, donc bon. On l'adore. Non. Et vas-y, continue. Non, je laisse un blanc parce que t'as dit qu'on l'adorait pas. Non, on l'adore pas. Ensuite, je vous parle des BAFTA très rapidement. Il y a eu British Award, film, plein de trucs, plein de mots compliqués dans cet acronyme. Mais en gros, les Césars. Voilà, les Césars, mais British. Conclave a gagné le BAFTA du meilleur film. The Brutalist a gagné le BAFTA du meilleur réalisateur pour Brady Corbett et du meilleur acteur pour Adrien Brody, ce qui, je trouve, est très respectable. Compte donné du jeu d'acteur. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé. Okay. Et on en reparlera plus tard. Il y a des gens ici qui sont là avec leurs avis sur The Brutalist. C'est bien, tu donnes envie là justement. Effectivement. De cette critique. On a A Real Pain aussi qui a gagné le BAFTA du meilleur acteur dans un second rôle pour Kieran Culkin. Kieran Culkin. La troisième fois c'est la bonne. Qui est le frère de. J'ai plus son prénom. Alors en soi c'est l'acteur. Vas-y. Pour Macaulay Culkin. Macaulay Culkin. Qui est l'acteur du coup de Maman j'ai raté l'avion. Maman j'ai raté l'avion. Mais qui est plus vieux maintenant, ne vous y trompez pas, c'est plus un enfant. Ouais, effectivement, il a grandi. Putain, moi j'ai l'impression que quand tu fais un film, tu bouges plus après. Ensuite, on a Anora qui a gagné le BAFTA de la meilleure actrice pour Mikey Madison. Okay. Alors que Demi Moore était censée être la favorite. Mais The Substance a quand même gagné un truc au BAFTA, c'est le BAFTA du meilleur maquillage / costume. Ce qui pareil est mérité. Oui. Et on a 2 BAFTA pour Emilia Pérez, malgré les polémiques. Meilleur film en langue non anglaise et meilleure actrice dans un second rôle pour Zoé Saldana, qui a tenu à dédicacer cette récompense à son neveu transgenre, parce qu'en fait, du coup, effectivement, elle a accepté pour lui, et la situation pour les transgenres en ce moment aux États-Unis, c'est quand même pas jojo. Donc beaucoup. Ça fait un petit peu un pied de nez, oui, pour beaucoup, mais notamment avec. Oui. C'est un peu un bordel. On va pas reparler de Trump, parce que de toute façon, avec The Brutalist, on va obligatoirement ça retouche évoquer un petit peu au rêve américain, etc. Cette Amérique qu'on déteste. Voilà. On va pas commencer à faire des blagues sur cette Amérique. Et pour les fans de trophées et de cérémonies All-Star, du coup, on a le César à venir le vendredi 28 et les Oscars le 2 mars, donc le mardi juste après. Ça va faire beaucoup de récompenses. Beaucoup de récompenses, beaucoup d'acteurs qui vont parler de beaucoup de choses, donc ça va être cool. Et on va voir toujours les mêmes films représentés, puisqu'il y aura encore du Emilia Pérez pour nous en France et aux Oscars. Donc là, et d'ailleurs, The Substance aussi. Oui. The Substance, mais le nouveau favori des Oscars, j'ai vu ça là dans un article tout à l'heure, c'est Anora de Sean Baker en fait, qui est repassé dans les scores, dans les spéculations. Avant du coup Brutalist et Emilia Pérez. Bon, après les spéculations, moi je me souviens aussi des années dernières où c'était toujours un petit peu à côté quand même. Oui. Voilà, c'est vraiment encore une fois. Au Luxe, on a notre petit concours de qui trouvera le plus d'Oscars, etc. Donc, je pense que si on réunit tous les tracts, on peut avoir une idée plutôt globale de comment ça va se passer. Mais ça sort pas en public, effectivement. T'as un pronostic, toi ? Moi, j'ai pas de pronostic à vous dire à l'heure actuelle. Je suis pas assez informé, je fais l'actu, mais je suis un newbie.
Oh Et non, ouais, mais je dis suis pas ça comme ça. Elle était géniale en plus cette revue d'actu. Merci. Regarde comment on a rebondi sur plein de choses. Et je peux finir avec Vas-y. une petite recommandation Allez. de... Est-ce que vous connaissez Striptease ? Ah oui. Striptease, c'est super, c'est une émission franco-belge et en gros, c'est des caméras qui filment le quotidien de gens qui ont l'air banals mais qui sont en réalité fascinants. C'est des espèces de vanités humaines sur des gens qui oublient complètement que la caméra est là et qui livrent des moments inoubliables. Déjà en documentaire, ça marche, enfin en vidéo YouTube, parce qu'on peut les retrouver sur YouTube, ça marchait très bien. Tout, oui. Mais là, au cinéma, Striptease l'intégrale, c'est en ce moment en luxe. Oui. Attention, public averti, notamment à cause d'une scène d'autopsie plutôt longue Oui, durant oui, le oui. film. J'ai qui hurlé est- de rire. J'ai hurlé de rire. Pour les petits vieux, justement. Il y a eu pas avec mal de qui- réactions dans la salle. Oui, j'ai ouais. entendu des. Alors, je vais pas le faire parce que je sais qu'il y en a, ils supportent pas le bruit, mais il y a des personnes qui sont sorties de la salle pensant vomir. Et moi, j'ai hurlé de rire. J'étais le seul dans la salle parce que je voyais vraiment des petits vieux courir en mode oh, non, 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 au secours. Et ça m'a fait hurler de rire parce que, en fait, c'est ça l'ironie de cette scène, c'est que Striptease, on montre à nu des gens qui se montrent à nu eux-mêmes. On se moque d'eux des fois, on peut avoir de la compassion. Beaucoup se sont moqués d'ailleurs, moi, dans ma séance. Et par contre, quand on montre une scène d'autopsie où on vide un Ouais. homme entier, là, Ça met un par petit contre, froid. désolé, il y a plus trop d'introspection et là, on part en fuyant. Donc, c'est ça Ouais, aussi ouais. qui m'a fait rire parce que Striptease, le film vaut le coup par rapport justement à cette vision. Parce que tout est lié par rapport à l'image dans ce film. Ouais, carrément. Outre justement les épisodes qui, des fois, sont totalement déconnectés. Oui, Raph? Mais du coup, le film là, c'est nouveau ou c'est juste un condensé des épisodes Ouais, Non, c'est tout Ah, c'est nouveau. nouveau, ok, c'est d'accord. 5 épisodes, 5 documentaires inédits, Ah. dont les 3 quarts sont réalisés par des femmes d'ailleurs. Ok. Ouais. C'est assez. Et parce que je suis fan de Striptease, donc je suis très content parce qu'on n'avait pas prévu ça. Mais il y a un court-métrage sur une influenceuse à Dubaï. Il y a un court-métrage sur une personne qui essaye au Festival d'Avignon de faire du stand-up avec Ah, Francis c'est super, Lalanne. C'est super. Avec t'as Francis Lalanne. spoilé Francis Non, Lalanne, elle est dans la l'apparition. bande-annonce. Ah oui, il est dans la bande-annonce. Bah oui, Ok, oui, je suis donc, pas très non, regardeur non, de bande-annonce. Mais... Il y a aussi donc normalement une famille zéro déchet, ultra catholique. Et alors le dernier entre guillemets sans l'autopsie, qui est donc C'est un médecin hypocondriaque. c'est ça. Mais il y a une raison pourquoi il est hypocondriaque Il y a et c'est une là où raison. c'est hyper touchant Et et tout il y a est- un vrai moment de cinéma par contre à ce moment-là. Et il y a Je trouvais que c'était beaucoup vraiment de le- retournements de situation durant tout le film, alors Ouais. que c'est la vie réelle et ça existe dans la vraie vie, les plot twists en fait. C'est ça qui est hallucinant. Et on vit Trop dans bien. une saucisse. Pauvre type, espèce de con, t'es vraiment rien qu'une merde. Et justement, on revient sur une petite actualité qui va se passer en mars avec Raph, il rigole déjà de la transition que j'ai faite. Merci beaucoup, je sais que t'adores mes transitions, t'es vraiment J'adore. fan. Mais on va revenir un peu sur toi, donc sois un petit peu Ouais. sérieux s'il te plaît. Au moins Rosalie reste là justement pour te couvrir parce que toi tu vas faire n'importe quoi, on le sait bien, c'est pour ça qu'on t'a justement demandé Ah oui, mais c'est expressément d'avoir gentil, quelqu'un. hein, mais moi je suis là pour apporter du soutien justement à la Ah. structure parce que Rosalie s'occupe d'à peu près 70% de l'événement Ah oui, en question. Non, Qui on est est très justement- accompagnés. la Oui, très fête, accompagné, mais bon, il faut quand même la fête du faut un court-métrage, marge dans ce grand bateau qui est l'aventure. Pardon. 19 au 25 mars. Exactement. La fête du court-métrage. Alors c'est quoi la fête du court-métrage, on a envie de vous dire? Et bah, la fête du court-métrage, donc c'est un événement national, donc a lieu du 19 au 25 mars cette année. Et donc nous, on est Super 32 et on est implanté cette année à Hérouville, qui fait partie des 17 villes ambassadrices en France. Et on a comme mission d'organiser des événements, des projections de court-métrages, voilà, en lien avec le cinéma, dans le but de faire découvrir, redécouvrir le court-métrage au grand public. Donc il y aura des inédits, il y aura des redécouvertes de ce que j'ai compris. Alors ça va être autour d'événements, de ce que j'ai aussi cru comprendre partout, donc dans Caen. Pas forcément qu'à Hérouville-Saint-Clair, il y aura potentiellement au Luxe, de ce que j'ai compris aussi. C'est ça, à Bretteville-sur-Odon, à Lyon-sur-Mer, dans plein de villes différentes. C'est ça, vous pouvez aller sur le site de la fête du court-métrage, voir si dans votre ville, il y a des événements qui sont organisés. D'accord. Et justement, il y a une petite soirée d'ouverture, parce que ça c'est tentant, avec un groupe, il me semble. C'est ça, l'Effet Cosmique, c'est un groupe d'improvisation, de funk, jazz, psychédélique. Et pour cette soirée d'ouverture, donc, qui a lieu le 19 mars à l'Atelier, c'est à 2 minutes du Café des Images, il y aura une projection de courts-métrages muets et les Effets Cosmiques vont improviser sur ces courts-métrages. Et n'hésite pas à venir, il y a aussi un petit apéro gratuit avant. Et c'est ça qu'il faut préciser aux gens, c'est quand il y a des choses gratuites, là ils viennent obligatoirement. Et est-ce que donc il
y aura des petits ateliers? Est-ce qu'il y aura possiblement des ateliers court-métrage pour en faire? Et justement, cette mise en musique d'effets cosmiques, il y aura aussi une partie de ça qui va être du coup la résultante d'un atelier, je vais mal à parler cette fois, qui sera dans la journée avec Anthony Gandé. Ce sera un atelier stop motion, à peu près pour tous les âges, mais quand même plutôt jeune public, jeune public. C'est quoi le stop motion? La stop motion, arrête, on est quand même entre cinéphiles. Je suis intervieweur là. C'est vrai, t'as raison. Du coup, c'est simplement avec des avec des petits, avec des petits bonshommes, je crois plutôt en pâte à modeler ou avec des petites structures qu'il a fabriquées lui-même. Tu vas faire un mouvement, placer la figure dans une position, prendre une photo, bouger un petit peu la figure, reprendre une photo. Voilà, et photo par photo, image par image, à la fin, ça va créer une fluidité, un mouvement et donc un petit film. Du genre Wallace ou Gromit. Exactement, Wallace et Gromit qui est sorti cette année, le dernier, qui est absolument génial. Oui, c'est vrai. Qu'il faut y voir. Mais bon, retournons à nos moutons. Oui. Et pas mal Shaun le mouton aussi, même producteur. Oui, c'est allez, pour ça, on est dessus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme atelier, Rosalie, qui sont sympas? Et aussi l'après-midi, donc du 19 au Café des Images à midi, il y aura une projection de courts-métrages avec des réalisateurs qui vont venir parler de leurs courts-métrages, dont un des courts-métrages qui est aussi nominé au César. Voilà, donc n'hésitez pas à venir, vous pouvez déjà réserver votre place sur le site du café. Ça rentre dans l'esprit, parce que la fête des courts-métrages, c'est possible pour soutenir et pour présenter des talents, comme ils appellent, qui restent des courts-métrages. Et là, on aura du coup Yanis et Mehdi Haman, si je prononce bien, et Alma Jodorowsky, qui est la petite fille de Jodorowsky. Ça, c'est bien. Ça, c'est intéressant pour tous nos copains fans de films en général. Oui. BD. Le fameux documentaire en plus de Jodorowsky a rendu beaucoup de fans évidemment autour de cette figure. Et est-ce qu'il y aura des sortes de petites récompenses, des choses comme ça autour de ce festival de court-métrage? Est-ce qu'il y aura des valorisations potentielles? Nous, c'est surtout un festival de diffusion de court-métrage. Voilà. En fait, nous, on a à disposition de la fête du court-métrage un portail. En fait, c'est un catalogue de courts-métrages et nous, on peut choisir d'organiser des projections et de choisir les courts-métrages. Il y aura combien de courts-métrages, vous savez, à peu près une fourchette qui va être présentée là en 5-6 jours? C'est un peu gros parce qu'en plus, moi, je pose des vraies séances qui ont luxe. C'est ça, peut-être ce sera une centaine. Donc c'est ça, il y aura des avant-séances au luxe, aussi au Café des Images et aussi à Lyon-sur-Mer et en fait juste dans toute la France, un max de courts-métrages. Et on rappelle donc le 19 mars, c'est quel jour précisément? C'est un mercredi. C'est un mercredi jusqu'au dimanche? Jusqu'au mardi d'après. Et d'après le mardi soir, dans la soirée, on vous invite au Café des Images pour la soirée de clôture et on passera également une petite sélection de 5 courts-métrages et on vous invite aussi pour un pot de clôture. Ok, donc il y a à boire et à manger, c'est-à-dire qu'on peut voir des films, on peut produire aussi des films avec des ateliers ou autres pour tout âge et dans plusieurs villes en plus autour de Caen. C'est quand même majoritairement à Hérouville, on va pas se mentir. Mais j'aimerais aussi quand même mettre un peu l'attention sur un atelier en particulier qui nous tient bien à cœur, qui s'appelle Cauchemar au studio, qui sera là le samedi 22 mars, c'est pas moi qui choisis le nom, mais qui est absolument trop cool comme idée, c'est-à-dire qu'en 1 heure, c'est un peu sous la forme d'un escape game de base l'idée, je crois. Mais l'idée de la chose, c'est qu'un film a commencé, le film a commencé, malheureusement la fin n'a pas été tournée, il y a un problème qui est arrivé et il faut nous aider, il faut réaliser la fin du film de A à Z en passant du maquillage, des costumes, au fait de tourner, prendre le son, monter, faire les bruitages pour après projeter le film avant la fin du film qui vient de commencer et ça donc c'est public jeune bien sûr, accompagné, pas accompagné. 22 mars et où? 22 mars et ça du coup c'est à l'atelier, c'est aussi à 2 minutes du Café des Images et c'est gratuit également. C'est gratuit. Très bien, tout ça c'est gratuit. Tout ça c'est gratuit. Sauf ce qui se passe au Café des Images, les projections, c'est des exclus ciné, donc il y a une billetterie. Oui, mais bon, il y a bien des petits pots, des trucs comme ça à manger, donc c'est ça qui est intéressant. Il y a des bières? C'est du bien, oui, ok, super. Non, mais c'est important parce que moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur. S'il y a des bières, c'est là où on peut s'amuser, sinon on s'amuse pas. Ah bah oui, tu m'étonnes. C'est Léa Salamé qui me sponsorise, évidemment. Merci beaucoup pour ces événements. Est-ce qu'il y a un autre événement que vous souhaitiez présenter sur ce 19 au 25 mars? Parce que là, il y en a déjà pas mal. Il y en a déjà beaucoup et encore d'autres, mais on vous invite surtout à aller voir la page Instagram de Super32, super32.crew. D'accord, on mettra justement en bas de la banderole apparemment filmée d'après Lenny sur les réseaux, sur YouTube. Et évidemment, on va vous présenter sur l'émission. Donc, on rappelle, faites du court-métrage 19 au 25 mars. Merci bien, évidemment, pour ce petit compte-rendu. Et on espère vous retrouver sur ces ateliers. Ce soir, j'ai préparé des paupiètes de dinde. C'est fin, ça se mange sans fin.
Et c'était l'ouverture de The Brutalist, d'ailleurs le film qu'on voulait un petit peu parler, puisque c'est un film qui est pas mal récompensé avec les Golden Globes, avec les BAFTA comme on l'a expliqué, très certainement avec les Oscars. On va l'expliquer ici, puisque ça peut potentiellement être le meilleur film. Il est en lice sur 10 propositions, donc 10 Oscars potentiels, avec encore une fois évidemment donc meilleur film, meilleur réalisateur et meilleur acteur pour Adam Brody. Est-ce que ce film le mérite vraiment ? Est-ce qu'il va avoir ce côté surcoté assez rapidement ? Pour l'instant, nous, on est à l'enregistrement avant donc ces récompenses. Donc à chaud, plutôt, on va dire, parce que je pense qu'on l'a tous vu récemment, surtout moi, qui l'ai vu aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez apprécié ? Est-ce que vous avez véritablement aimé ce film ? Est-ce qu'il va est-ce qu'il va mériter plutôt ces multiples récompenses ? Déjà, nous avons 2 nouvelles petites têtes pour parler justement de ce film et du prochain aussi qui arrive, qui va être représenté aussi aux Oscars, A Real Pain, un potentiel concurrent. Nous avons Florian. Comment vas-tu, Florian ? Un petit applaudissement quand même pour Florian qui fait son retour. Merci beaucoup, ça va très bien. Notre star, notre fameuse, évidemment. On en a eu d'autres maintenant, mais t'es notre star du cœur, évidemment. Merci. Alors, The Brutalist, pour toi, d'ailleurs ? C'est très bien, en fait. Je m'attendais à peut-être Enfin, on parle d'une grande fresque, c'est quand même un film de 3h30, donc on s'attend à quelque chose, je sais pas, par exemple, à du Léon, comme on aurait dans Il était une fois en Amérique, par exemple. Mais c'est pas du Léon, c'est quelque chose de beaucoup plus minimaliste. C'est beaucoup moins, on est beaucoup moins dans le récit hagiographique où ça va durer sur vraiment une vie entière. Ça se condense plutôt sur une 30aine d'années, donc du moment de l'immigration du personnage donc de Laszlo Toth qui arrive en Amérique après avoir survécu au camp de concentration jusqu'à début des années 80. Et en fait, c'est ça qui m'a un peu surpris au début, c'est que le film est extrêmement condensé, extrêmement minimaliste, tout en ayant énormément d'ampleur dans ce qu'il veut raconter, dans son visuel, etc. Parce qu'on peut rappeler le budget, il me semble, qui n'est pas énorme. 10 millions. 10 millions, c'est ça ? C'est rien du tout. Alors, 10 millions, supposé peut-être pour la com, puisque bon, il y a quand même des grosses têtes. Est-ce que tout le monde a fait des sacrifices pour le film ? Moi, je me méfie toujours de la communication autour des films pour les rendre grandiloquents, évidemment. Mais si c'est véritablement 10 millions, c'est quand même assez incroyable. Parce que le film, même s'il est assez lent, comme tu l'expliques, il reste une belle épopée. Oui, bien sûr. C'est un film qui raconte énormément de choses, qui quand même traite de sujets extrêmement complexes. Il y a quand même pas juste une volonté de raconter l'histoire d'un personnage, mais l'histoire presque d'un peuple, ou en tout cas d'une période de l'histoire qui est extrêmement importante. Parce qu'il essaye de se faire passer pour un faux biopic, entre guillemets, mais qui s'inspire de réels architectes hongrois. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc de l'architecture justement brutaliste, en tout cas qui vient du Bauhaus et tout, dans l'Est de l'Europe à l'époque. Et qui, du coup, en fait, cet architecte arrive sans le sou, sans rien, etc., recueilli par un de ses cousins, je crois, tout à fait, Attila. Qui, en plus, s'est fait passer pour, a retiré son patronyme, ne s'appelle plus Toth ou quoi que ce soit, mais s'appelle Miller pour faire plus... chrétien. Voilà, plus chrétien, etc., et se retrouve confronté en fait, où c'est tout le propos du film en fait, c'est que dans l'immigration en fait, les Juifs sont certes peut-être échappés à la guerre, survécu à l'Holocauste, mais en fait se retrouvent sur un territoire qui est où en fait ils n'ont jamais été libres, parce qu'en fait l'idée de la liberté en fait elle n'est là que pour maintenir ceux qui sont sous le coup de ceux qui dominent, des dominants. Elle n'est là que pour les tenir en laisse en fait, sous le prétexte de la liberté. C'est une fresque un peu qui essaye de réinterroger évidemment le rêve américain, surtout à une période charnière. Dès les premières minutes, de toute manière, l'affiche du film est très claire là-dessus, avec la statue de la liberté retournée sur son axe, de façon complètement décentré. À plusieurs angles, justement, qui n'essaye pas de fixer la statue d'ailleurs, alors que bon, évidemment, c'est une image figée qu'on a depuis des décennies, alors que là, dès les premières minutes du film, on montre qu'on va essayer de déstabiliser cette Amérique. Et est-ce que ça réussit pour toi aussi, Evan, justement, cette fresque? Évidemment, Florian, tu peux revenir sur les propos.
Mais pour toi, ça fonctionne, cette épopée justement américaine qui, justement, sur le contexte actuel, peut-être potentiellement aussi réinterroge ? Oui, bien sûr. Surtout que... déjà techniquement c'est vrai que c'est un film qui est visuellement et techniquement très abouti et tout est au service de l'histoire, que ce soit la démesure, que ce soit les plans qui sont souvent très bien composés, et c'est vrai qu'avec un budget de 10 millions de dollars en théorie, enfin 10 millions, voilà ce qui a été rapporté, et un tournage j'ai vu aussi d'1 mois seulement a priori, oui. Il faut voir, mais je me dis que l'écriture du film elle a sûrement été d'une précision très chirurgicale et ça se ressent je trouve dans la structure et dans le rythme aussi, et le fait qu'il y ait 0 temps mort, moi je trouve personnellement sur le film. Après sur le sujet du film, à débattre. Ça arrive, t'inquiète. On chauffe la bouillarde. Je lance des pistes. Vas-y, c'est bien. Après sur le sujet même du film, alors c'est là où c'est hyper intéressant, c'est qu'effectivement, donc on a une dimension de fresque. Cette fresque, elle est au service de ce fameux rêve américain. C'est un des sujets c'est un des grands sujets du cinéma américain et notamment contemporain. C'est souvent revenu. Et en fait, moi, ce que j'aime beaucoup, alors je vais revenir justement sur cet élément du rêve américain par rapport à l'organisation du film. Donc, on a une première partie qui est un petit peu plus classique, mais néanmoins extrêmement maîtrisée sur l'arrivée et l'ascension de Laszlo, donc Adrien Brody, aux États-Unis. Un entracte. Et ensuite, une seconde partie d'une durée équivalente à la première. Je crois que c'est 1h40 pour les deux parties. C'est vrai. C'est une partie qui va être très différente de la première, qui va se permettre, alors là je rentre un petit peu dans de l'analyse, mais qui se permet des élans un peu mystiques, un peu métaphysiques, en tout cas très étranges. Je pense notamment aux séquences en Italie. J'essaie de pas trop en dire, mais je reste très sobre. Mais les séquences en Italie, par exemple, qui me rappellent beaucoup le style, par exemple, d'un Tarkovsky, ou totalement. Dans la composition des plans, dans l'ambiance. Totalement, dans la longueur aussi des plans potentiels, surtout la colorimétrie. On le ressent énormément, cette différence d'ailleurs de ton qui est recherchée entre la première et la deuxième partie. Ouais, exactement. Et en fait, ce qui est intéressant dans cette partie, donc c'est évidemment toute cette influence qui a dû émerger au bout d'un moment, mais aussi ça coïncide avec le cheminement du récit. C'est-à-dire que là, avec cette partie, le film devient plus sombre, il devient plus cauchemardesque, il devient aussi plus inexplicable aussi, je pense à la disparition d'un certain personnage. C'est très étrange de faire ça dans un film américain comme ça, c'est cette grande fresque, et d'avoir des petites touches comme ça, un peu surnaturelles quasiment, on pourrait dire. Et en fait, ça coïncide avec le cheminement du récit qui, globalement, cherche à dévoiler le revers ou l'envers du rêve américain. Et en soi, c'est effectivement pas un thème hyper original, c'est quelque chose qui existe depuis des décennies dans le cinéma américain, mais c'est toujours très intéressant de voir comment le cinéma américain contemporain en parle, et je trouve que Le Brutaliste le fait plutôt très bien, pour le coup. Oui, alors, par rapport à la durée, justement, et par rapport à cette scission entre les deux, on a notre contre-avis, on a notre fameux... Alors, vous l'adorez, ce personnage un peu dithyrambique, qui a fait jaser des Zemmour et des Yann Moix, mais on l'aime, parce que, voilà, il dit ce qu'il a dans le cœur, c'est un peu le vrai français de chez nous, c'est notre Lenny. Lenny, alors, tu n'as pas aimé forcément The Brutalist, tu es dans cette position actuelle. Alors, vas-y, sors-nous un peu tes crocs, bagarre-toi, vas-y. Montre à Evan que tu l'aimes pas. Il n'y a rien de personnel pour le fait de ne pas avoir aimé un film, évidemment. Au contraire, j'ai presque envie de dire, moi, ça m'attriste. Passer, pas forcément une mauvaise séance, mais pas passer une aussi bonne séance que les autres, c'est toujours un peu dommage. Et surtout quand on le vendait quand même comme un gros film, comme une très grande fresque, comme quelque chose d'incroyable. Non. Enfin, peut-être que j'en ai eu trop d'attentes. Mais pour moi, c'est un film qui se retrouve mangé lui-même par ses ambitions. Par envie de parler de tellement de thèmes, d'une relation de couple qui essaye de se reconstruire alors qu'ils sont tous les deux traumatisés, qui essaye de parler de l'horreur du capitalisme qui a broyé tellement de gens, et au final, on se retrouve avec un film qui au début est classique et un peu lent, mais qui va rusher pour moi sa fin, qui va faire intervenir des éléments surnaturels alors qu'on était sur un truc un peu consistant, un peu fixe, un peu brut, j'oserais le dire. Et c'est pour moi un côté très ambivalent. J'arrive pas à savoir ce que le film essaye de me balancer, alors qu'on a à côté des performances d'acteurs, moi, qui ont réussi à me choper en quelques minutes. Et c'est ça qui m'embête, c'est que Adrien Brody qui apprend littéralement dès les premières secondes que sa femme est en vie. C'est poignant, il m'attrape,
mais j'arrive pas à être resté autant investi sur son personnage parce que vu que c'est au fil des années, il y a une évolution, mais pour moi qui est pas toujours cohérente, il y a plein de choses et au final, c'en est un peu une déception, c'en est triste. C'est pas un film manichéen aussi, c'est ça qui est à préciser, c'est que certes, le personnage est instable aussi dans son évolution. Évidemment, même si certaines révélations qu'on ne fera pas permettent certaines nuances dans le propos, certaines caractérisations, et on se doute que, je crois que même que c'était le réalisateur qui l'avait défini en disant « le personnage a fui le fascisme pour découvrir le capitalisme ». Oui, ça c'est bel et bien le cas, et on a des acteurs là-dessus qui le représentent parfaitement. Le riche patron absolument imbuvable et terrifiant par Guy Pearce sans prothèse dégueulasse, et terrifiant vraiment à quel point on a juste envie de lui dire de la fermer tellement la première séquence où il se met à hurler juste parce que ce n'est pas ce qu'il veut, il est insupportable. Mais pour moi, je sais pas si c'est une envie de trop faire, trop de choses, ou si c'était mes propres attentes qui étaient un peu démesurées. Allons un peu sur le débat avec notre mascotte, celle qu'on adore et que évidemment on a comparé sur les anciennes émissions à du Sabrina Carpenter, du Taylor Swift, tout ce que vous aimez évidemment, c'est notre fameuse Aline qu'on adore tous évidemment. Bonjour à déjà toutes comment vas-tu? On peut l'applaudir énormément s'il vous plaît. Une innovation pour elle même. Merci. Innovation. Merci. Une innovation, oui. Arrêtez, je vais l'alarme. Oh là là. T'as l'alarme? Ouais. Iou. À toi. Non, alors moi concernant ce film, je suis assez d'accord avec tout ce qui se dit de positif dessus, même si je rejoins certaines choses que tu dis, Lénie. Mais je vais pas forcément revenir sur toute la thématique géopolitique parce que vous l'avez très bien fait et moi c'est pas forcément ce qui m'a marqué le plus, même si c'est réussi. Moi je vais plutôt m'attarder sur le traitement de l'image. Parce que du coup, il y a ce parallèle artistique avec le métier d'architecte, le mouvement Bauhaus qu'on connaît, etc. Et j'ai vu l'interview que le réalisateur a fournie pour le magazine 3 couleurs, où il évoque la difficulté de filmer l'architecture. Et au début, je me suis dit, tiens, comment ça? Parce que c'est des plans fixes. Ça paraît assez anodin, on s'entend, mais assez simple. Et en fait, j'ai passé le film, entre guillemets, parce que j'ai vu l'interview avant de voir le film. D'accord. À préciser. Et donc j'ai passé le film en fait à me concentrer sur chaque angle, à me dire pourquoi il a choisi, etc. Et en fait j'ai trouvé qu'il avait super bien réussi. Après, moi j'aime bien l'écho que ça a avec le mouvement Bauhaus, que ça soit en peinture, en dessin, notamment peinture. J'aime bien, j'aime beaucoup la direction artistique qui a été choisie. Moi c'est vraiment ça qui m'a marqué, c'est que l'image est au service du discours du film. Et ça j'adore parce que même le titre The Brutalist, la froideur et la rigidité de ce qui se passe pendant 3h30 se ressent dans chaque scène, je trouve, dans chaque plan, l'aspect visuel que l'environnement a dans le film, c'est que des lignes droites, on a un certain arrondi dans cette fameuse bibliothèque, mais voilà. À part ça, et encore, voilà. Et encore, c'est un arrondi, mais sinon, voilà. En fait, c'est que des lignes brutes, et j'ai trouvé ça super intéressant. Oui, vas-y, Florian. En fait, je voulais rebondir sur ce que disait Lénie sur le côté capitalisme, qu'il quitte le fascisme et il rejoint le capitalisme. Je trouve que ça serait un peu réduire le film quand même. Dans le sens où c'est le réalisateur. Oui, mais je me demande si il réduit pas un peu son projet un peu facilement parce que je le trouve nettement plus acerbe, nettement plus virulent. En fait, je pense le seul problème du film, c'est que peut-être justement il est tellement contrit dans son propos et dans ce qu'il veut faire qu'en fait il lui manque l'épopée, le côté vraiment proprement waouh, ça souffle quoi. Il y a des moments en fait où justement j'ai l'impression que c'est ces moments-là où en fait l'ampleur il lâche un peu l'ampleur et il va dans l'intime. Donc dans toutes les scènes, notamment je pense à la scène de l'hôpital, moi, oui. Avec sa femme.
pour moi une des plus belles scènes de cinéma que j'ai vues dans le cinéma contemporain ces dernières années, parce qu'en fait il y a quelque chose de très simple et de très puissant, quoi. Et si on compte les 5 minutes d'avant aussi, parce que en soi, ça se rejoint, c'est justement c'est limite le climax du film d'ailleurs, parce que outre la scène d'après qui devient un peu mystique d'ailleurs, c'est vraiment ce moment-là qui quand dans l'intime, quand on rentre dans les entrailles un peu de ce couple et de ce personnage, sans spoiler, évidemment c'est là où justement toute la matière prend, et c'est tout le propos du film d'ailleurs, la matière outre rigide et aussi un peu humaine, entre guillemets. Voilà, c'est la matière humaine en fait qui permet de révéler toute la puanteur qui est sous-jacente dans le film, en fait, parce que tout est en fait puant, quoi. Il y a quelque chose de pourri dès le départ. Rien que il y a un plan qui m'a choqué dès l'introduction du film, quand il y a les immigrés qui sont sur le ponton après être descendus du bateau. Ils viennent de survivre au camp, et qu'est-ce qu'ils ont ? Ils ont juste des petits numéros autour de la tête, quoi. Ils sont déjà déshumanisés, à peine ils sont sortis d'un bateau duquel ils ont survécu à l'Holocauste, quoi. Dans un plan d'ensemble en plus. Dans un plan d'ensemble. Qui n'essaye pas justement d'appuyer le propos là-dessus, qui essaie plutôt de présenter les faits. Voilà, c'est ça. Donc il y a déjà constamment, en fait, le film est extrêmement... il matraque constamment, il est très subtil quand il le fait, mais en fait, c'est peut-être aussi son problème, c'est que par moments, il veut tellement bien le faire qu'il en oublie son cœur intime, et c'est peut-être ce que Lenny lui manquait, parce que je suis parfaitement d'accord avec toi quand, par exemple, on voit Adrien Brody qui prend son cousin dans ses bras. Enfin, il y a quelque chose de phénoménal qui s'exprime, quoi. Et c'est la volonté aussi du film, mais c'est vrai que ça rejoint quand même le propos de Lenny, de réinterroger en permanence les images qu'on peut avoir de l'Amérique, en soi, des immigrés, du rêve américain, et évidemment des natifs, entre guillemets. Donc il y a quand même aussi tout le temps cette réinterroger tout le temps les personnages, que ça soit justement son cousin, que ça soit Adam Brody, que ça soit évidemment ses proches. Donc en permanence, le film essaye de parler de l'Amérique, même en fait dans ses personnages, je veux dire... dans son architecture, comme tu disais justement sur la mise en scène, Aline. Oui, et pour revenir sur Adrien Brody, moi je trouve que justement tout le long du film, il le porte plutôt bien, les 3h30 sur ses épaules, enfin même brillamment, la preuve avec sa récompense récente. Mais ce que j'ai trouvé hyper intéressant, c'est que son physique à Adrien Brody dans la vie de tous les jours, il a un physique qu'on pourrait qualifier de particulier, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Il a un visage avec des traits particuliers, et dans le film c'est évoqué. Et ça, j'ai trouvé ça hyper astucieux, ce que c'est évoqué, pas forcément de manière positive. On parle de laideur. Et du coup, j'ai trouvé ça... Alors après, c'est peut-être moi qui parle loin, mais alors mon interprétation, je la trouve super. C'est que je me suis dit, ok, il arrive pour vivre son rêve américain qu'il idéalise, comme on pourrait idéaliser un physique. Et en fait, il est complètement à côté de la plaque, entre guillemets. Il y a cette chute... entre guillemets, de sa part, de son personnage, qui se ressent même dans son physique, c'est-à-dire qu'on va le qualifier de laid. Est-ce que ça pourrait pas mettre à l'image de ce qu'il imaginait des États-Unis, donc la laideur du pays, du contexte politique? Je sais pas, j'ai fait un parallèle comme ça et je me suis dit... surtout dans les premiers lieux, justement, où il essaye un peu de déambuler. Il n'est pas quand même dans des lieux très glorifiants. Ouais, c'est ça. Et puis, il reste tout de suite, justement, comme tu l'as précisé, Florian, dans quelque chose de suffocant, en réalité. Exactement. Et en plus, quand on souligne, un des personnages le souligne et il lui dit, par exemple, même, je pourrais t'accompagner voir quelqu'un pour corriger ton nez, en l'occurrence, il ne le fait pas, il y donne pas de suite. Et pareil, j'ai fait un parallèle en disant, comme le système américain, en fait, il y a des solutions, il y a des choses qui peuvent être faites, on les fait pas. Enfin, ils les font pas, donc voilà. J'ai un peu tiré l'histoire par les cheveux, je la trouve super. Et je reviens sur aussi une interprétation de Lenny qui était intéressante, c'était que le film, sur l'argent, en réalité, essaye des fois de dire non, mais on parle pas de capitalisme, etc. dans tout le film, alors qu'en réalité, ça parle en permanence d'argent, et même les personnages en jouent en mode moi, faut absolument pas me parler d'argent, alors qu'en réalité, c'est vraiment le seul truc qui est en permanence évoqué, même dans l'architecture même des bâtiments. Donc, même les bâtiments en eux-mêmes, on parle moins des fois des matériaux que du côté plutôt financier. Oui, Lenny. En plus, avec ce côté relativement hypocrite de certains personnages, j'adore votre travail, vous êtes un vrai artiste. Par contre, tu feras gaffe, hein, on a coupé tel bout parce que ça rentrait pas dans les projections au niveau financier. On sent vraiment la patte, la mainmise du producteur derrière, le côté symbolique, mais qui peut se retrouver dans absolument tout dans la société au global. Mais après, pour moi, il y a un peu une difficulté, c'est-à-dire que, encore une fois, je me répète, hein, mais
il y a une très très bonne performance d'acteurs, mais pas que des acteurs principaux, hein. Je crois que, j'ai plus du tout le nom de l'acteur, mais le personnage du fils du patron est détestable de la première à la dernière seconde, avec son espèce de cravate trop petite balancée. Et qui fait vraiment penser à du fils Trump be-like. Mais voilà. terrible à quel point à chaque seconde on n'a qu'une seule envie, c'est qu'il s'enfuit, mais à plus grande vitesse possible. Mais alors à côté, je trouve ça toujours un peu particulier parce qu'il y a certains passages, certaines interactions, je sais pas si c'est le rapport à l'histoire qui doit avancer, mais que j'ai trouvé un peu rushé. Genre par exemple le fait qu'avant qu'il aille rencontrer à la grande soirée le patron après avoir bu un café, il y a toute une séquence où il essaye de dormir, je crois plus ou moins dans un cinéma pornographique, ce genre de choses, qui certes joue avec certaines thématiques du rapport au corps, du rapport à la sexualité, aux différentes frustrations, mais il y a eu pour moi justement certains passages un peu rushés, et je trouve que dans ce genre de moment, ça le symbolise un peu dans le sens où il manque une accroche. J'ai l'impression qu'il me manque, c'est un peu paradoxal à dire, hein, vu la durée du film, mais il manque peut-être certaines séquences. Même si c'est vrai que le film reste quand même assez long en global, l'idée et le parti pris, le propos d'offrir ces 15 minutes de pause, parce que c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on a abordé. Un entracte, c'est ça, parce qu'on ne l'a pas précisé, il y a un entracte littéralement, c'est-à-dire le film se met en pause et vous dit, bon, j'ai un compteur de 15 minutes qui va se dérouler, là vraiment vous faites une pause, qui est, comme on l'a dit, bien précisé et bien mis en place, parce que ça permet de vraiment couper le film en deux, parce qu'il y a deux rythmes différents. Mais c'est quand même un choix assez audacieux, entre guillemets, puisque si on enlève ces 15 minutes, on arrive à du Avatar 2, entre guillemets. Et là, pour le coup, il y a beaucoup de spectateurs qui ont vu Avatar 2. C'est ça. Après, c'est évidemment pas le même type de public, je pense, qui est visé. Hein. Avatar évidemment. 2, on est un peu plus sur le grand spectacle, genre chose. C'est une idée sur laquelle ça pourrait être intéressant. Je ne sais pas si en réalité ça marche véritablement, parce que se retrouver avec ce compteur de 15 minutes, on sort de la salle, on va boire un verre, on peut discuter autour du film, mais on n'ose pas forcément trop, on attend peut-être d'autres choses. Enfin, c'est pour moi quelque chose qui peut presque ressembler à une excuse de « D'accord, j'ai fait un film de 3 heures, mais vous inquiétez pas, vous allez avoir une pause entre les deux. » 3h30. Mais c'est le truc de... On peut respirer. Au final, je me pose la question de cette respiration, même si ça peut être un moyen de pousser les gens qui aiment pas voir les films trop longs à y aller. Evan. Pour rebondir justement sur l'entracte, je suis d'accord qu'en soi elle est pas très utile au final, parce que c'est vrai que c'est pas un film qui est... Alors c'est long mais voilà, c'est la même durée que t'as dit Avatar 2, c'est un bon exemple, hein, pour le coup c'est long aussi. Mais je la trouve intéressante quand même, parce que c'est vrai qu'il y a tellement un décalage entre la première et la deuxième partie que moi pour le coup je préfère avoir l'entracte quand même que ne rien avoir et directement enchaîner. Après, ce que je voulais dire, c'était plus pour rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure sur l'architecture, sur le rêve américain et tout. Moi, un truc que je trouve hyper intéressant dans le film, c'est que tout le truc du film justement, c'est ce bâtiment en fait, ce bâtiment brutaliste, on dit comme ça je pense. Et en fait ce qui est intéressant, c'est que ça interroge aussi l'espace américain et le mythe américain de l'espace. Alors dans les westerns par exemple, c'était conquérir un territoire en implantant son influence humaine. Et au final, c'est aussi une quête de ça, aussi quelque part dans le film. Et c'est ce que j'ai trouvé vachement intéressant. Et c'est là où le cauchemar du rêve américain, elle est aussi incarnée là-dedans, parce que lui, il en fait une obsession en fait. Il en fait complètement une obsession, et du coup voilà, je voulais juste rajouter et ça. Et puis plus qu'une obsession, il transpose aussi ses traumatismes européens, justement dans une Amérique qui essaye tant bien que mal de se faire une identité encore aujourd'hui. Oui, Aline? Non, moi c'était par rapport à l'entracte. Pour le coup, je trouve qu'elle est intéressante, mais pas dans le film, mais pour l'expérience cinéma qu'elle apporte. C'est-à-dire que, après, moi j'ai été le voir le soir, donc la séance commençait à 20h, donc je suis sortie à minuit. Et je suis pas sortie de la salle pendant l'entracte, mais en fait j'ai trouvé ça intéressant, parce que c'est une tradition dans le cinéma qui existe depuis quand même des années, qu'on a perdu avec l'arrivée du numérique, qui justement avec le film The Brutalist est re-questionné et remis sur la table entre guillemets dans les débats de pourquoi pas le remettre en place. Je pense que ça a adapté, parce que c'est peut-être pas fait pour tout le monde, mais moi en termes d'expérience cinéma, du coup j'ai adoré. Je me suis dit c'est sympa, ça a créé vraiment quelque chose. Et quand je suis sortie, je crois que je les ai remerciés ces 15 minutes, parce que c'était déjà assez éprouvant, 3h30, donc c'était pas mal. Après, c'est aussi, moi, là c'est mon avis vraiment personnel, c'est que les sujets comme ça dans les films sur 3h30,
Moi, j'avoue qu'il y a un moment donné où je m'accroche, hein, mais les dates, les mouvements, les noms, tous les personnages, j'avoue que des fois, je peux être là. Oula, on m'a perdu. Donc, les 15 minutes, elles m'ont permis un peu de remettre de l'ordre dans tout ça. Ouais. Florian ? Jusque le concept de l'entracte, il a été jusqu'au bout aussi, parce que si je dis pas de bêtises, le film a été tourné sur pellicule. Ça se voit pendant le film. 70 le rendu mm. 70 mm en VistaVision. Le rendu est absolument magnifique. Donc il y a, je pense, une volonté très clairement de revenir à quelque chose, à une expérience de cinéma qu'on n'a plus aujourd'hui en fait. Tout à fait. Donc, si jamais vous souhaitez explorer cette épopée de 3h30 au cinéma, donc allez voir le film de Brady Corbet qui va certainement faire parler de lui aux Oscars, The Brutalist. Cet entretien sera intégralement pas filmé. Et c'était A Real Pain, c'était du Chopin. Je pense que vous l'avez deviné, hein, pour les fans de classiques, entre guillemets, évidemment, non, plutôt sur, évidemment, les aficionados. Nous avons du A Real Pain, un autre film qui va être présenté aux Oscars et qui a déjà eu aussi des récompenses au Golden Globe, comme on l'a précisé, pour son acteur secondaire, hein, donc Kieran Culkin. Et un film, deuxième film de Jesse Eisenberg, qui est aussi acteur et scénariste sur ce film. Donc il a même fait un petit TikTok, je crois un petit short, où il parodie à moitié ça. Si jamais, donc au montage, vous pouvez mettre, il y a un short où il en joue justement, qu'il est à limite sur tous les plans. Donc oui, Lenny ? Donc c'est bien. Tu t'assumes et tu le dis que c'est filmé. C'est bon. Je parle fais le montage. Je parle au monteur potentiel parce que j'ai bien vu les vidéos. Je me dis, attends, il y a un truc qui va pas, je comprends pas. Donc je commence à m'habituer petit à petit au fait qu'on est filmé. Tu vas me payer pour le fait que je sois filmé, que je fasse le montage, que je fasse les shorts. Et une super critique de ce film de 90 minutes cette fois-ci. On n'est pas sur 3h30, on est sur 2 heures de moins. Et un film aussi efficace qu'on a apprécié un petit peu autour de la table, tous, entre guillemets, j'ai l'impression. Aline, toi, t'as particulièrement aimé aussi ce film, de ce que j'ai compris ? Alors, oui, moi je l'ai bien aimé. Après, malheureusement, je l'ai vu en français. Je vise personne. Donc, je suis... Pourquoi ça ? Comment ça ? Les aléas du direct de ma vie, malheureusement, depuis que je connais Joshua. Et donc, du coup, c'est vrai que malheureusement... Toujours la faute de Joshua. Toujours. Malheureusement, c'est vrai que ça n'a pas aidé parce que Jesse Eisenberg... en fait, n'importe quel acteur dans sa voix maternelle est beaucoup mieux. Donc là, voilà. Mais à part ça, non, j'ai beaucoup aimé le film. Et en fait, à l'inverse de The Brutalist, complètement, c'est que là, pour le coup, je trouve, il n'y a pas forcément un énorme travail dans la mise en scène, quoique, même s'il y a des plans qui sont quand même très bien filmés, mais c'est pas aussi poussé parce que, en fait, tout réside dans le discours du film et dans ce qui nous laisse penser. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai trouvé ça assez... je pourrais le comparer à un tableau presque d'art contemporain ou même d'un Mondrian où on le regarde, on pourrait se dire, bon, il y a quelques carrés, quelques couleurs. Bon, mais en fait, c'est toute la réflexion qui va venir derrière en tant que spectateur ou spectatrice que j'ai trouvé super intéressante. Et les deux personnages principaux, donc c'est les deux cousins, je trouve, se complètent alors autant qu'ils se confrontent. Et donc ça, c'est pareil, leur relation, elle est attachante et en même temps d'une fragilité sans nom, à l'image de leur personnalité aussi. On est sur Jesse Eisenberg, donc qui joue le rôle de David, qui lui incarne la stabilité, les pères de famille, mari, et il a tout pour être heureux et pourtant on le met dans un cercle social, il n'y a plus personne. Et à l'inverse, son cousin, qui lui a l'air d'être rempli de traumatismes et plein de choses néfastes. Donc je vais pas en dire trop parce que sinon on rentrerait dans du spoil. Surtout des traumatismes d'enfance, voilà. Ça se ressent. Exactement. Et en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que lui, pour le coup, quand on le met dans un groupe de personnes qu'il ne connaît pas, c'est le petit rayon de soleil, quoi. Donc toute cette confrontation, en fait, tout ce bras de fer qui soit émotionnel dans le discours ou à l'écran, j'ai trouvé vraiment intéressant. Justement, deux New-Yorkais qui vont en Pologne pour connaître un peu la mémoire de leur grand-mère. Oui, j'aurais pu mettre le contexte. Survivante de l'Holocauste. Ah non, franchement, c'est aussi mon rôle, je te rassure, Aline. Justement, t'as super bien introduit. En plus, ça fait la présentation des deux personnages principaux parce qu'en soi, c'est vraiment eux qui font tout le film. Et comme tu l'as dit, qui font tout le propos d'ailleurs de l'histoire parce que c'est là-dessus qu'on va se baser. C'est sur cette image de deux Américains qui vont justement dans cette Europe et surtout sur des traces de l'histoire, évidemment, de l'Holocauste. Je crois, Lenny, par contre, cette fois-ci, toi, tu l'as bien aimé, ce film. Absolument. Un peu
Je reste un peu mitigé, parce qu'il faut quand même que je fasse mon chieur. Oh non. Si. Pour une fois, dis aux gens que t'aimes des choses quand même. Mais j'ai bien aimé. Mais justement, j'ai bien aimé par rapport à certains choix, notamment autour de la fin. Mais je ne révélerai pas grand-chose dessus. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est tout à fait cette espèce de charge qui pèse sur les personnages. Au-delà de leur traumatisme, au-delà de tout ce qu'il y a, ce voyage, ça permet de les rapprocher, ça permet de les interroger, mais c'est également le poids qui pèse sur deux juifs new-yorkais. C'est-à-dire ce rapport au passé, ce rapport à nos familles ont vécu des horreurs, ont survécu à énormément de choses. Il faut qu'on soit responsable, il faut qu'on s'en montre digne, et comment chacun le gère différemment. Et du coup, c'est assez doux. Je considérerais pas, parce que je crois que c'était un peu la promotion, ou du moins comme ça que je l'avais perçu, que ce serait très comédie. Faut pas non plus à s'attendre à rire beaucoup devant le film. Au contraire, on est sur certains passages pesants, ou même la mise en scène est économe, mais à l'extrême où on a presque plus de bruitage, même pas de musique justement quand on arrive sur certaines séquences les plus difficiles. Surtout vu le propos, évidemment, on s'en doute. Et puis aussi, à ma droite, vous avez tous aimé, de ce que j'ai compris, Florian, Evan. Pareil, vous rejoignez les propos de ce que j'ai compris, à peu près, de ce road trip, on va dire, polonien. Moi, personnellement, j'ai trouvé le film absolument sublime. Je le trouve vraiment magnifique. En fait, ce que je trouve fantastique avec ce qu'a fait Jesse Eisenberg, c'est que son film est extrêmement simple. Et pourtant, il est très ample dans tout ce dont il parle. C'est-à-dire que déjà, il est très condensé. 1h30, on ne fait plus des films d'1h30 aujourd'hui. Si vous voyez un film d'1h30, voilà. Déjà, ça n'existe plus. Je t'appelle. En plus, si je vois un film de 1h30, je t'appelle. Oui, okay. Appelle-moi. Voilà, c'est ça. Mais non, vraiment, c'est un film qui se tient donc sur ces deux personnages, ces deux protagonistes principaux. Il y a le sidekick rigolo à côté. Oui. Voilà, Joshua fait des conneries derrière moi. Mais non, ce que je trouve magnifique, c'est la façon dont il traite la question du deuil, de la souffrance et du souvenir. Et qui finalement en fait j'ai trouvé ça parfait de le voir après The Brutalist, parce qu'en fait les deux films se rejoignent. Totalement. Et ça forme presque un diptyque, comme si les deux films étaient faits pour se voir l'un après l'autre. Je dirais même du coup vraiment A Real Pain après The Brutalist, parce qu'il questionne la question du coup des générations futures et de l'après, et qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qu'on va bâtir par-dessus le souvenir, par-dessus les horreurs de l'Holocauste. Donc, est-ce qu'on s'autorise à s'en souvenir de façon... est-ce qu'on en est digne ? C'est-à-dire, est-ce qu'on se souvient et est-ce qu'on fait en sorte de s'en souvenir pour ne plus que ça recommence ? Ou bien, est-ce qu'on s'en souvient et est-ce qu'on pleure le souvenir, etc., de ce qui s'est passé, mais en même temps... Enfin, il y a une idée, en fait, qui est assez étrange que j'ai trouvée pendant le film, c'est qu'il y a... Comme si en fait le monde consumériste dans lequel on vit aujourd'hui, le monde américain, totalement américanisé, qui a finalement dominé ensuite, nous autorisait réellement à nous souvenir de ça en fait, parce qu'on voit tout le temps le personnage de David qui questionne oui, mais si je passais mon temps à pleurer, si je passais mon temps à me souvenir des mauvaises choses, à quoi ça va amener, qu'est-ce que ça peut bien apporter à la question, tandis que Kieran Culkin, lui, est en train de... Enfin, son personnage est en train de constamment de dire mais c'est ça qu'il faut, c'est justement être émotionnel, il faut laisser s'exprimer quelque chose, il faut vivre dans la douleur aussi, il faut apprendre à aimer la douleur pour pouvoir la saisir et la comprendre, quoi. Et les deux personnages se clashent constamment là-dessus, mais c'est dans ces moments-là en fait que le film parvient parfaitement à toucher le point sensible, quoi, le point névralgique de son propos. Et il y a vraiment des moments magnifiques. Et je pense un des plus beaux moments du film tient dans une très courte séquence où en fait ils sont dans un vieux ghetto juif qui en fait depuis a été rebâti, etc. et tout. Et en fait ça énumère tout plein d'endroits qui étaient détenus par des juifs et qui en fait il n'y a plus aucune trace aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il en reste en fait? Et le film questionne constamment la question, en fait, est-ce que ce serait pas encore pire le fait qu'on ait... Alors ok, on a gardé les camps, mais on garde la souffrance,
mais qu'est-ce qu'on garde réellement en fait de ce qui faisait peut-être aussi la beauté du peuple juif à une époque, quoi. Et outre ça aussi, il y a ce côté, moi ce que j'ai particulièrement aimé, c'est ces deux Américains qui font un road trip justement, qui amènent leur culture entre guillemets, et leur façon d'être aussi justement en Pologne, un pays en soi qu'ils ne comprennent pas, parce que ces deux Américains qui justement sont en recherche eux-mêmes de leur personnalité et de leurs archétypes, parce que ils sont tous les deux archétypaux entre la personne très solaire, le soleil et la lune, parce que l'autre c'est limite celui qui préfère être lunatique dans sa petite bulle et qui des fois a des sauts d'humeur, et qui sont à la recherche eux-mêmes de leur histoire et de leur propre personnalité dans ce road trip qu'ils ne comprennent pas. Et ça, j'ai beaucoup aimé aussi cette représentation de l'image américaine, de l'histoire qu'ils n'arrivent pas à construire et qu'ils n'arriveront toujours pas à construire même à la fin, qui est un peu un constat d'échec, je trouve, d'ailleurs, de se dire qu'en réalité, leur histoire, ils n'ont pas réussi à l'accaparer en eux-mêmes, et parce qu'à la fin, on se retrouve avec énormément aussi de zones floues, malgré évidemment les liens qui se créent. La toute fin évoque quand même beaucoup de questionnements sur justement ces personnages qui sont laissés tels quels, parce que justement, si tu regardes bien le film, ça en fait une boucle, et en réalité, on répond pas à toutes les questions, et justement, au contraire, on en évoque plus qu'elle réellement on a répondu à travers le film. Oui, Aline. Oui, non, moi, c'est pour continuer en fait, ce que tu dis et l'argument de la place qu'on laisse au spectateur ou à la spectatrice de la réflexion sur le film. Il y a un autre point, je trouve, qui est intéressant, c'est au niveau de musical. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de musique classique, on l'a entendu juste avant, aux notes mélancolieuses ou joyeuses. Par contre, alors j'en dis pas trop, hein, mais quand ils arrivent dans les camps, plus rien. Ouais. C'est un silence de mort, hein, on peut le dire. Et ça, je trouve que ça appuie justement cet argument qui, nous, en tant que spectateurs, après, on en fait l'interprétation qu'on veut. On se crée un souvenir ou pas avec ce phénomène historique. Et donc, ça, je trouve que c'est hyper intéressant pour nous introduire, nous, en fait, dans le film et nous proposer presque une place dans ce groupe qui est en visite. Oui, dans ce voyage intime, entre guillemets, qui peut aussi représenter... Oui, Lenny. Comme tu le dis, et puis comme on le dit depuis le début, c'est vraiment le rapport à ces deux personnages-là, et c'est assez courageux de dire la chose va pas forcément très bien se finir. C'est pas parce qu'on a un beau voyage, on a fait un beau trajet, que à la fin, on est devenus cousins très très proches, on se lâchera pas, viens dormir, je sais pas, quoi que ce soit. Non, il y a une réalité, et cette réalité, elle est que ces deux personnages-là, ces deux personnes, se sont éloignés, et je trouve ça quand même très courageux, parce que je crois que j'avais vu une interview où justement on avait du coup nos deux acteurs principaux, où c'était le truc de, je crois que Kieran Culkin n'avait même pas été, n'a pas passé, pas d'interview, mais de casting, quoi que ce soit, juste Jesse Eisenberg l'avait vu, l'avait croisé quelques fois, mais je crois qu'il le définit comme ça, il avait ressenti son énergie parfaite pour le rôle, alors qu'il s'était imaginé pour le rôle de Culkin. Donc on voit qu'il y a quand même eu un très bon choix, parce que c'est vrai que Jesse Eisenberg, dans ce rôle-là, ce côté je suis pas spécialement bien socialement, je suis un peu bizarre, mais j'ai ma petite vie rangée. Faut le dire, en plus, Jesse Eisenberg joue Jesse Eisenberg dans beaucoup de films, et Kieran Culkin, comme on l'a connu dans des séries ou des films, il joue exactement ce personnage aussi solaire. Donc les deux restent dans leurs archétypes, d'ailleurs. C'est vraiment, il y a aussi une introspection actorale, entre guillemets. Après, personnellement, moi, j'avais pas forcément découvert Kieran Culkin dans d'autres séries. J'ai cru entendre qu'il était dans Succession. Oui. Mais moi, justement, au contraire, ça a été un peu le côté découverte. De me dire, ok, donc on peut avoir ce personnage qui est très solaire, qui est très généreux avec tout le monde, qui peut devenir un peu un bully. Hein. Si tu n'as pas dans les idées qu'il a, je vais presque te crier dessus pour te faire changer d'avis et pour que les choses se fassent à ma façon. Mais c'est un film qui est intéressant pour plein de thématiques qu'il aborde, mais par contre, allez-y peut-être dans un moment où ça va, on est quand même sur un film un peu dur, malgré tout. Mais voilà, avec évidemment pas toujours un ton dur, il y a quand même ce road trip qui reste quelquefois léger. Oui, Evan. Oui, vous en avez déjà très bien parlé, donc je vois pas trop ce que je pourrais rajouter. Non, mais c'est très bien. Parce qu'en plus moi je suis un petit peu plus mitigé sur le film, donc voilà, c'est pour ça, mais justement c'est par rapport au fait qu'il soit très sobre en fait, très simple, et donc je le trouve pas mauvais du tout, hein, mais c'est vrai qu'en termes de mise en scène je retire pas grand chose. La mise en scène elle est très classique, les personnages ils sont caractérisés de manière très simple. T'as parlé d'archétype tout à l'heure, c'est vrai, enfin moi je trouve que pour le coup c'est vrai.
Et les performances de Jesse Eisenberg et Kieran Culkin, non, en vrai, je vais pas juger parce que malheureusement, je connais Joe, je l'ai vu en VF aussi, le film. Donc, je vais pas juger, mais c'est vrai qu'ils avaient l'air de jouer des choses qu'ils avaient déjà jouées auparavant. Après, par contre, le propos est très intéressant. Par contre, thématiquement, je trouve que le film est très riche et vraiment très intéressant. Effectivement, c'est un film qui pose la question du mal-être, de la douleur. Comment la reçoit-on ? Comment vit-on avec ? Qu'est-ce qu'on décide d'en faire aussi une fois qu'elle est installée ? Et donc, pour mieux poser cette question, le film va faire quelque chose de très intéressant, c'est qu'il va associer, joindre ou entremêler deux formes de douleur qui sont finalement assez complémentaires. C'est d'une part la douleur personnelle et intime, donc par exemple le deuil d'un être proche, donc en l'occurrence dans le film c'est la grand-mère justement des deux cousins, qui justifie justement ce voyage à travers la Pologne, et d'une autre part la douleur collective, donc celle d'un peuple, la communauté juive. Et en fait c'est un film qui va, par la douleur collective, ce voyage va justement passer avant tout sur la douleur intime et personnelle, et justement il va révéler progressivement les failles des personnages, révéler leurs douleurs, et parfois très intimes, parfois très nostalgiques. Tu sens que le personnage de Kieran Culkin, par exemple, il est très attaché aux souvenirs de son passé, là où le personnage de Jesse Eisenberg, il est beaucoup plus ancré dans le présent. Donc il y a plein de choses vraiment thématiquement d'une grande richesse, mais je trouve qu'il manque encore quelque chose, notamment dans la mise en scène, pour en faire un film marquant. Voilà, mais après ça augure en tous les cas de prochains potentiels beaux films en soi de Jesse Eisenberg, qui dans l'écriture, je pense que ça s'est ressenti unanimement, réussi pour le coup un petit exploit avec ce film intimiste, tout en étant sur ce road trip évidemment entre guillemets américain en Pologne. On vous laisse découvrir potentiellement justement à la suite de The Brutalist, comme ça vous fait un film plus léger après 3h30, vous dites le lendemain je vais me faire un petit film plus léger, A Way Out Pain, même si les thématiques sont aussi lourde, ça permet quand même un film de 90 minutes, et justement on va y revenir sur ces films trop longs ou trop courts. Et où est-ce qu'il est ce con de Birchman ? Qu'est-ce qu'il fout ? Donc, comme vous l'avez compris, aujourd'hui, on s'intéresse justement à une question que beaucoup se posent en allant au cinéma ces derniers temps. Est-ce que les films sont de plus en plus longs ? Et on a tous cette impression, parce qu'en ce moment, quand on va voir un film, on se rend compte qu'il dépasse allègrement les 2 heures, parfois même les 3 heures, parce que The Brutalist, par exemple, comme on l'a précisé, ça atteint carrément les 3h30 avec entracte. Ce n'est pas réservé aux grandes fresques historiques et aux films d'aventure. Même des comédies comme Barbie dépassent quelquefois les 2 heures, et des films d'horreur comme Smile 2 flirtent avec les 2h15. Face à tout ça, on pourrait croire que les films sont devenus plus longs qu'avant, mais qu'en est-il vraiment ? Parce qu'en creusant un peu, on découvre que la durée moyenne des films n'a pas tant changé que ça. Parce que dans les années 60, un film durait en moyenne 1h41. Aujourd'hui, on est autour d'1h47. Donc on a gagné en soi 6 minutes sur les films. 6 petites minutes de plus, c'est pas dramatique. Alors pourquoi on a cette impression ? Une des raisons tient justement au fait que c'est davantage des blockbusters, parce que ces grosses productions, souvent très attendues, tendent effectivement à s'allonger. Parce que si on analyse les films les plus vus chaque année, on remarque que certains blockbusters gagnent jusqu'à 15 minutes de plus par rapport aux décennies précédentes. Mais ce n'est pas seulement une question de durée, il y a aussi une symbolique derrière. Pour beaucoup de réalisateurs, notamment ceux des blockbusters d'auteurs, proposer un film long est presque un gage de qualité. Cela permet d'explorer leur univers en profondeur, de proposer une vision complète. Prenez James Cameron avec Avatar, La Voix de l'eau, le deuxième film Avatar, ces 3h12 sont rapidement pardonnées, car on sait qu'on plonge dans un monde qu'il peaufine depuis des décennies et que c'est un film fantastique. Et il y a aussi un aspect sociologique intéressant, puisqu'avec l'augmentation du prix des places de cinéma, certains spectateurs, surtout les occasionnels, peuvent ressentir le besoin d'en avoir pour leur argent. Donc se déplacer pour un film d'1h20 peut sembler trop court par rapport au coût du billet. Un film plus long donne cette impression d'une expérience plus rentable. Et puis, il y a aussi l'aspect du contrôle créatif. Les films longs peuvent parfois refléter le fait qu'un réalisateur a eu le final cut, le dernier mot sur le montage, sans trop d'ingérence des producteurs. C'est perçu comme une œuvre plus personnelle, du coup, plus authentique. On peut aussi évoquer les plateformes de streaming, puisque certaines études suggèrent qu'elles préfèrent les films plus longs, car cela augmente le temps de visionnage global. Plus
plus un spectateur reste devant un film ou une série, plus cela profite aux plateformes comme Netflix qui mesurent leur succès en heures regardées. Alors oui, les films semblent plus longs, mais est-ce vraiment un problème ? Un film long est-il forcément mal rythmé ? Et un film court est-il systématiquement plus efficace ? C'est ce qu'on va se poser comme question sur ce petit débat autour de cette table. Vous avez sélectionné davantage des films longs qui vous paraissent longs, mais j'ai envie de vous piéger directement. Est-ce qu'il y a des films qui vous paraissent trop courts ? Avec un exemple français, là je vous donne une piste potentiellement. Quelqu'un qui fait des films très très courts et qui forcément ne demande pas forcément tout le temps un déplacement pour les voir. Joshua, je te sens tout de suite t'envoler puisque tu es autour de cette table, hein. Tu es le tout nouveau, celui qui a été un peu le bully de tout le monde. Oui, bonjour, alors, on peut l'applaudir. Merci. Bah, sur les films trop courts, en fait, si tu penses à Quentin Dupieux, c'est pas plus mal. C'est pas plus mal parce que c'est souvent un peu une petite idée qui l'étire. Et c'est vrai que le but de Quentin Dupieux, il y a toujours un acte en plus, un acte en moins, soit le deuxième qui manque, soit le troisième acte. Et qu'on va voir un Quentin Dupieux, on attend aussi un peu cette expérience de surréaliste, qu'on accepte des faiblesses. C'est un truc d'auteur, ça peut être facile en termes d'écriture, mais pourtant il nous a déjà prouvé le contraire en tenant un bon film d'1h06, je pense à Yannick, qui a été un bon acte complet. Et la durée, ça veut rien dire, parce qu'on peut faire des films d'1h30 très mal rythmés, et des films de 3 heures, par exemple, on pense tous à par exemple Les Affranchis de Scorsese qui est presque 2h30, on s'ennuie jamais parce que ça soit un film d'1h30 ou de 3 heures, faut savoir tenir sa narration, même si des fois des gens savent pas trop quoi raconter, ils peuvent s'amuser à étirer des scènes. Par exemple, Sergio Leone, peut-être Une fois dans l'Ouest, il y a quand même 15 minutes sur un mec qui se prend une goutte d'eau sur un chapeau et un train qui doit arriver. Oui, mais ça crée justement une ambiance, mais toute l'ambiance et le rythme potentiel du film. En fait, la durée d'un film ne fait pas sa qualité. Mais c'est vrai que aujourd'hui, t'as des banalités comme ça à nous sortir d'autres, vas-y. Eh tiens, dans les années 60, pourquoi il y avait beaucoup de films de 3h30 ? Vas-y, sors-la nous. C'est parce que la télévision commençait trop à s'imposer dans les foyers américains. Du coup, ils ont préféré les cinémas dire ok, nous ce qu'on va faire c'est des grands films, grande durée. Est-ce qu'il n'y a pas cet effet aussi aujourd'hui contre les plateformes de streaming, une sorte de monopolisation du temps du spectateur, on a un peu la pression. Mais là où dans les années 60, par exemple, un studio avait surtout qu'un film. Allez vous faire foutre. Aujourd'hui, on a 4 blockbusters par jour. Oui. Genre, on a 4 Marvel par an, 2 Fast and Furious par an, et ils durent tous beaucoup trop longtemps. Enfin, on n'a plus le même temps qu'avant, vu qu'avant, c'était un événement. Un film était un événement. Aujourd'hui, tous les mois, on a un nouveau blockbuster. On s'en fiche un peu. Donc maintenant, ça devient presque un critère de choix de... lui va moins monopoliser de temps. Oui, alors maintenant que vous avez fait les malins, essayez de rebondir quand même un peu sur ce qu'il a dit. Est-ce que justement vous allez souvent voir des blockbusters trop longs ou en ce moment c'est votre impression ? Non, Aline, toi, on va aller direct. Voir Gladiator 2 quand même. Oui, mais c'est génial Gladiator 2. Aline, toi, t'as pas l'impression qu'il y a des films trop longs en ce moment ? Si, mais je vais pas les voir. Enfin, en fait, moi, en termes de. Alors, c'est intéressant. Je sais pas. Après, tout dépend comment définir un blockbuster. J'avoue que moi, à part les Spider-Man, parce que j'en suis fan. Je vais pas voir par exemple Deadpool Wolverine, je l'ai pas vu. Là, qui faisait 2h30 il me semble, Deadpool versus Wolverine. Possible. Il y a actuellement Captain America et quelque chose, j'ai oublié. Captain America 4. Captain America 4. Voilà, donc ça c'est pareil, je compte pas aller le voir. Alors non pas que ça soit des films nuls, hein, je me permettrai jamais de dire ça. Cependant, je regrette pas d'avoir passé plutôt 3h30 à regarder The Brutalist que 2h30. Après, attention, hein, encore une fois, il y a certains blockbusters comme les Spider-Man, même si les derniers qui sont sortis ne sont pas mes préférés, j'y suis quand même allée avec mon popcorn comme une bonne fan qui se respecte. Cependant, je comprends en fait le public qui va aller en salle par contre. Je comprends ces gens qui vont voir ça, mais c'est vrai que moi j'en fais pas partie, donc du coup, par rapport à ce que tu disais, je suis d'accord. Cependant, moi, je pose aussi une question, c'est est-ce qu'il n'y a pas le fait qu'on ait l'impression que ça soit plus long par rapport à il y a 30 ou 40 ans, il y a aussi le fait qu'on a, alors je sais pas, je m'avance peut-être, mais plus de budget qu'avant et surtout beaucoup plus de moyens techniques pour en faire toujours plus. Donc je pense qu'il y a une gourmandise de la part des réalisateurs et réalisatrices peut-être qui intervient. En vrai, je sais pas, j'ouvre le débat.
Et vous n'avez pas l'impression aussi, quand vous allez voir un blockbuster qui est loupé et que justement vous allez voir 2 heures et 2h30 de film, des fois, de vous sentir quand même un peu floué parce que là vous dites, alors en plus de perdre potentiellement de l'argent, je perds du temps à aller voir un film qui est beaucoup trop long pour ce qu'il est parce que bon, moi déjà au bout d'une heure, j'ai déjà fait le tour parce que je peux penser justement aux blockbusters comme tu dis de super-héros. Je citerai pas de nom, mais il y en a certains où moi j'ai déjà la flemme parce que je sais que ça va pas me toucher particulièrement, j'ai pas envie de perdre mon temps. Oui, Raph? En vrai, j'ai déjà dit beaucoup de choses, hein, mais c'est vrai que tu as raison. Pour moi, un film qui est long, qui est annoncé long, c'est un peu un pari quand tu vas voir le film. Parce que si c'est bien et que tu adores et que tu t'ennuies pas, bah tu adores quand ça dure longtemps, c'est logique. Si c'est pas bien, ça prend trop de temps et tu te sens floué, comme tu dis. Après, c'est un peu un débat qui me paraît vain en soi, parce que si un film est bon, il est juste bon, peu importe la durée. Et je veux dire, merci, on parle de... Non mais ouais, c'est vraiment... mais j'adore les banalités. Bon, par exemple, juste House of Gucci, on en parlait tout à l'heure, par exemple. Exemple parfait d'un film beaucoup trop long parce que nul à chier. Simplement, c'était une série Netflix condensée, mais les mauvaises, tu sais. Il y avait rien à sauver, alors qu'un truc un peu fresque historique, genre guerre épée machin. Ah ouais, ça tu vois, et 7h et quelques, ça, mais j'ai pas vu le temps passer, quoi. Après, j'ai pas pu baisser la tête pendant 2 jours parce que j'ai un torticolis, j'étais au premier rang. Ah oui, parce que c'était ça le comble au cinéma ça luxe. Ça le comble au cinéma lors luxe. Des projections exceptionnelles. C'était incroyable. C'était toute une journée en plus. Mais oui, et c'était une des plus belles expériences de cinéma de toute ma vie, et pourtant la durée, j'en demandais plus, quoi. Oui, Lenny. Vas-y, commence. Continue. Allez, vas-y, démarre-moi. Après, je pense également que le rapport à cette impression qu'on peut avoir que les films sont plus longs, ça peut être également le fait qu'on soit exposé à énormément plus de films maintenant. C'est-à-dire que ce soit avec l'aspect plateforme, mais également avec l'aspect... oui, mais la différence, c'est que tu vois, à chaque fois que moi je le dis, tu vois, les gens sont intéressés. Oh là là. Bah oui, parce que moi, je rigole pas à chaque fois que je fais une phrase. C'est vrai. Tu te fous de sa gueule, oui, toujours. Ouais, C'est un plaisir, toujours. Mais le fait est que ce soit les films, les séries, le fait qu'on en parle, que ce soit avec notre émission ou avec toutes les différentes vidéos, on est exposé toujours, constamment aux images, encore plus. Alors certes, beaucoup de gens se disent que notre patience avec l'aspect réseaux sociaux est diminuée. Je sais pas si c'est une réalité, mais le fait est que à l'heure actuelle, c'est surtout à mon sens les blockbusters qui vont durer 2h30, qui te proposeront un ressenti tellement long. Mais je suis désolé pour contre-argumenter Florian qui était tout à l'heure à la table. Oui, des films qui font moins d'1h20, il y en a plein. Alors certes, c'est peut-être pas forcément les films qui vous intéresser, que ce soit des documentaires, des films d'animation, mais ça existe. Voilà. Au pire, oui, Joshua pour le mot de la fin, vas-y. Et aussi, voir des films de 3h30 au cinéma, par exemple comme The Brutalist, pour moi c'était un argument d'aller le voir juin parce que je me suis dit, chez moi, je vais avoir des moyens de distraction, je vais pouvoir mettre pause au film, je vais pouvoir regarder mon téléphone, alors que dans une salle, il y a un aspect plus total où le spectateur, on est bien plus captivé par l'œuvre. Et des fois, il peut y avoir des films, parce qu'on parle que de blockbusters, mais il y a aussi beaucoup de films exigeants, enfin on va dire d'auteurs, qui durent 2h50, aussi 3h, 3h30, qu'on va préférer voir au cinéma parce qu'on se dit, si je rate au coche au cinéma, je sais que je vais avoir du mal à le mater chez moi. Oui, parce que tout de suite, tu vas te dire 3 heures ou autre, je vais tout de suite vouloir aller chercher à boire directement dès que j'ai soif ou des choses comme ça. Oui, Marion ? Et les émissions de radio trop longues, on en parle ou on n'en parle pas ? Non. Bah après, pourquoi tu veux en parler là ? Il y a quelque chose qui te gêne ? Tu trouves ça trop long ? Tu trouves ça pas assez rythmé ? T'as pas compris le sens de la vie ? C'est ça. Bah oui, ça doit être ça. Je répète une banalité. La durée, ça ne compte pas. Ce qui compte, c'est l'efficacité. Pauvre type, espèce de con, t'es vraiment rien qu'une merde. Et pour rallonger justement cette durée de podcast trop longue d'émissions radio qui saoule apparemment déjà Marion, nous allons faire un petit jeu, le petit jeu de Joshua. Alors la dernière fois, il était catastrophique. Je vous rassure, là, on va le cadrer. Je vais dire donc qui va intervenir à chaque fois. Puisque là, Joshua, tu es parti sur donc un juste prix, me semble. Alors, pas du tout, mais... Ah bon ? Non. D'accord, vas-y, c'est quoi ? T'as que des fake news comme d'hab. Alors... je vais mélanger 2 synopsis de films. Oui. Et en fait, le but, ça va être de trouver le jeu de mots du film. D'accord. Donc, par exemple, je vais prendre un exemple tout simple. C'est un exemple. Oui. C'est un classique de Disney. On a pleuré tous devant. On suit un chien de chasse qui va devenir ami avec un tout mignon boxeur interprété par Stallone.
Rox et Rocky. Rocky. Voilà. Non, Rox et Rocky. De Raph. Exactement, il faut le dire avec le jeu de mots. Ok, d'accord. Bon, bah, on fait chacun un buzzer. Donc, Florian, c'est quoi ton buzzer? Non, faut vite. Bon, Aline. Au secours. Au secours. Marion. Ouais. Black Aduma. Et Florian à deux doigts de nous faire un truc hyper raciste. Alors, c'est vraiment que vous. Non. Nos auditeurs ont déjà fait des commentaires sur ce Black Aduma et tu es raciste. Oui, mais moi j'ai pas mis l'accent comme toi. C'est du breton, Oui, c'est du breton. Oui. C'est du breton de Côte d'Ivoire. J'ai raté mon jazz. Florian, un buzzer peut-être moins problématique. Il m'a pris. On va dire. Voilà, c'est voilà. Alors vas-y, Joshua. Allez, on commence facilement. C'est Artus qui se retrouve dans un centre de vacances adapté aux personnes handicapées, au handicap mental. Mais ce centre est dirigé par une famille de bouseuls qui a gagné 100 millions d'euros. Un petit tuche en plus. Oui. Il n'y a pas le buzzer, mais Raph, ok, c'est bon, Raph, bravo. Je crois que j'ai toujours pas compris. Alors, il y a deux tu connais pas le podcast? Donc 2 films et ils fusionnent les deux. J'adore. Ah d'accord, parce que moi faire un titre j'étais en imaginaire. train de me dire mais le film existe. D'accord, ok. C'est bon, je suis là alors. Et du coup, il y en a 2. Ok. Alors, c'est DiCaprio qui joue un trader qui ne respecte aucune règle. À force de ça, il finit d'être poursuivi par le FBI et il se retrouve dans un sous-marin où il y a François Civil en oreille d'or. Le silence du loup de Wall Street. S'il vous plaît, vos buzzers. Pardon? Vos buzzers. Le silence du loup. Vos buzzers. Au secours. Oui. Aline du loup de Wall Street. Le chant de Wall Street. Eh ben, il te manquait le mot. Le chant du loup de Wall Street. Oui. Ah, bah, bravo, Aline. T'as tout compris encore une fois. J'ai pas compris aussi qu'il alors faut donner le titre des 2 films ou faut donner un titre des 2 en fait, du coup, faut faire un jeu de mots. le chant du loup de Wall Street. D'accord, ok, d'accord. Ah oui, parce que c'est précis. Elle a eu la bonne réponse, elle vient de comprendre. Le chant de Wall Street, ça a marché quand même dans l'idée. Oui, mais il manquait littéralement le mot loup qui fait la mais transition. du coup, le chant du loup, c'est le nom du film entier. Mais bon, vas-y, troisième. Si le jeu de mots est meilleur que le truc original, ça peut être. Oui, c'est ça. Il manquait littéralement la la transition. Oui, là pour le coup, du... c'était pas le bon exemple, mais ça peut arriver. Tu vois. Alors, c'est un film de SF avec Tom Cruise où du jour au lendemain, les extraterrestres débarquent sur Terre et défoncent tout. Et à cause de ce chaos, il se retrouve séparé de son fils qui a une nageoire cassée et il va devoir... Un buzzer, s'il vous plaît. Un buzzer. Bladam, boum, bam. La guerre. La guerre du monde de Nemo. Oui. Oui, bravo, on peut l'applaudir. Je sais plus ce que je fais au premier. Il lève la main depuis tout à l'heure pour essayer de répondre. C'est pour ça que je lui demande de faire son buzzer parce que il veut pas l'assumer. Mais il va falloir. Hein. Non, mais il est jazz, mon buzzer. C'est de l'impro à chaque fois. Tu vois. Oui, c'est ce que je ressens au fond de moi. C'est du jam. Oui, alors vas-y, Joshua. Pour l'instant, t'es en tête. Petit raciste. Allez. Moi, je gagne au moins, excuse-moi. Oui. Alors on est sur un film. Bah Trump aussi a gagné les élections. Attention. Toujours. Bah, je suis les. Bref. Joshua, vous êtes prêts? Oui. Est-ce qu'Aline a compris les règles du jeu? Oui, mais bon, oui, ça elle a va. un point. Elle a un point. Vous êtes- Joshua, vas-y. Des règles à la con. C'est pas moi qui l'ai fait. Si. Alors on est sur un film catastrophe où la planète explose, mais il fallait s'en douter parce que les Mayas l'avaient prédit. Mais cependant, c'est pas parce que la Terre s'en trouve que Henry Fonda va pas prendre son rôle de juré jusqu'au bout et défendre cet innocent. Oui. 2012 Hommes en colère. Oui. Il a pas dit buzzer, mais bon, on va lui accorder. C'est pas grave, bravo. 4e proposition. Ok. 5e. 5e, plutôt, je préfère. Oui, excuse-moi. Je te pardonne. C'est à toi de nous le dire. Vas-y. Alors là, on quitte le film live, on est dans un film d'animation japonais, un peu plus badant, où c'est 2 sœurs qui ont déménagé pour se rapprocher de l'hôpital de leur mère et se retrouvent embarquées dans un chabus qui va beaucoup trop vite et se fait arrêter par le bas-côté par un mec 50% flic, 50% robot, 100% flic. Oui, Raph. Mon voisin Robocop. Bah, vas-y, Aline. Au secours. Bah, c'est Princesse Mononoke. Non. C'est. Non. Marion. Mon voisin Totorocop. Oui, Totorocop. Oui. Non, voisin. Bon, allez, on va l'accorder pour Marion. Non. Si, il est accordé. Franchement, Raphaël, il l'a Ouais, dit. merci. hein. On partage, je pense, si tu veux. D'accord, c'est très J'avais généreux juste de à ta dire part. non. Ok, un demi-point. Je compte plaisir un de demi-point dire. chacun. Je me sens puissant. Il t'en reste combien là, Joshua? Allez, il m'en reste 2. Ah, ça va, vas-y. C'est la pucelle d'Orléans. Non mais attendez. Et là, Dieu lui parle directement
Mais cette fois-ci, au lieu de lui dire d'aller booter les Anglais, il lui dit d'aller booter ce connard de Bane qui a pris le pouvoir sur Gotham City. Florian, parce qu'il a du mal à faire son buzzer, hein, donc vas-y. Le procès de... Non. Ah. Jeanne Dark Knight Rises. Oui. Oh, ah non, ouais, mais d'accord. putain, Ah oui, bravo. ok. Ah ouais. C'est n'importe quoi. Il est superbe. C'est génial. Je dis pas le contraire, c'est génial, mais c'est juste n'importe quoi. Allez, le dernier, parce que la Attention. RAF a gagné. Hein. On dit quoi? Attendez, on dit quoi? Celui-là, il vaut 3 points? Ah bah oui, parce que... Ah ouais, pitié, parce que moi en plus je me suis foiré. Je suis désolé, celui-là, il vaut 1000 points. Parce que... 1000 Parce que c'est un rébut. Ok. Non, mais Donc là, je vais vous Alors donner- attendez, là par contre, faites vraiment vos buzzers. Levez pas la main, ça sert à rien. Si vous levez la main, je m'en fous. Faites vraiment vos buzzers. Il est assez tiré par les cheveux, je vais vous donner une somme. Tu dis ça parce que j'en ai pas? Vas-y. Et moi non plus. Plus. Alors, ça va. Je vais vous donner. Il va y avoir 2 titres de films plus. Vous allez voir un truc au milieu et la somme de tout ça va vous donner le titre d'un autre film. Ah d'accord, donc là Un c'est rébut. 2 synopsis qui permettent une troisième proposition. Exactement, c'est pour ça. On est plus Tu proche changes d'un les rébut. règles, quoi. Vas-y. Mais c'est pour ça qu'elle Faut vaut, prendre des notes, c'est pour ça qu'elle vaut 1000 points la question. Et parce que ouais, là je pense que personne n'a compris le Si, truc. moi Mais bien si, sûr, c'est évidemment. facile. Vas-y. On va comprendre. On va comprendre sur le truc. Faut trouver un vrai nom de film, je suis là. Ah ouais. Ou c'est encore un jeu de mots? Ah, non, là faut trouver un nom vrai. Un vrai nom de film. Ah, Voilà, déjà, ouais. première information. Oui, c'est ça. Ok. Alors, on suit Il y avait un pas. très vieux Clint Eastwood en passeur de drogue à la frontière mexicaine. Avec lui, le président de la République qui sort avec Julie Gaillet. Et les deux sont poursuivis avec Ryan Gosling en veste en scorpion. Alors là, mais je. Répète-le pour voir. Alors Ouais, en non, gros, mais- on suit Oui. Clint Eastwood, passeur de drogue. Oui. Ça, vous avez le film. Oui, Oui. c'est bon. Oui. Avec lui sur le siège auto, il y a le président de la République qui sort avec Julie Gaillet. Oui. Et dans tout ça, il y a Ryan Gosling qui les poursuit, qui les conduit avec sa veste scorpion. Au secours. Oui, Aline. Non. Ouais, mais du coup, il faut que tu assembles tout ça et ça te donne un autre film. Attends, mais quoi? Oui, faut... Mulholland Drive. Oui, Bien joué. Waouh. Bien joué. là, Bien joué. Très bien joué. la mule, Hollande, Drive. Très bien joué. Ah, Très, très bien la joué. mule Hollande Drive. Mais Hollande, c'est un film? Non, mais c'est le seul truc qui était Non, pas il un a dit film, mais des ça trucs fait mieux qui rêver. étaient pas un film. Ah bah c'est pour ça que j'ai pas trouvé. Moi aussi, Bah oui, ça- mais moi non plus, c'est ça qui m'a tué. Bah, ça- C'est parce que vous ça êtes fait con l'amour, et c'est Florian fait est un l'amour. génie. Il l'avait. Ouais. Parce que tous les trucs avec David Lynch, je les ai. Est-ce que ça peut être la dernière fois que c'est Joshua qui fait le jeu? Ah ouais, Non, je il était pense super, qu'on ce va... jeu. Non. On va faire Je des- m'améliorerai. Le seul J'adore truc ce génial, c'était ton buzzer. hein. Surtout que moi j'avais écrit vraiment sur encore une fois la conduite, le juste prix. C'était écrit en gros. Je ne Et comprends pas. j'étais- On t'a dit un thème, un jeu. Alors là je suis obligé. Un jeu sur film trop long ou trop court. Tu nous fais 2 synopsis fusionnés. Bah son jeu était trop long, ça va dans le thème. Bah oui. La prochaine fois on fera une émission. Mais- On comprend rien. Joshua, tu feras tous les jeux. Hein. Je savais pas que le jeu devait avoir une thématique avec le truc. Mais qui t'a dit juste prix? Je suis pas au courant. Mais t'étais là à C'était l'émission écrit, des biopics. C'était écrit partout, mon cher ami. Il y avait partout. Je l'ai même. C'est pas possible. C'est pas possible. Dans Bon, cette c'est pas grave. émission, le jeu c'était sur les Eh bah biopics. d'accord, juste Merci. prix, quel est le budget de Jurassic Park 1? Bah tiens, on va s'éclater, c'est Mais super non, c'était drôle. sur la durée des 137. films. Putain, le mec, on a Très fait grosse un tête de coworking Kim, là-dessus. pas sur- Au hasard comme ça. Bah merci Sans beaucoup évasion. Joshua pour ce jeu en tous les cas évidemment. Il était bien, t'inquiète pas. C'était juste qu'on n'a pas tout compris. Mais voilà, bravo Florian quand même qui a gagné. On peut l'applaudir aussi. Bah avec 1000 points, il a gagné la question 1000 points. Eh oui, il a 1001 points. Oh là 1001 là. points. Bravo. Florian, t'es ému? Parce que c'est vrai que la dernière fois, t'avais gagné les jeux. Non, j'avais pas gagné, Seb avait gagné. Ah oui, oui, oui. Ouais, mais, mais on t'es est souvent- quasi, hein. Oui, Ouais. oui, t'es quand même un Quasi. très bon concurrent. Merci beaucoup Aline aussi pour cette émission et ses critiques, toujours Merci pertinentes. à vous. Merci, c'est gentil de m'accueillir, mais le jeu, moi, j'ai pas aimé. Ah, bah, c'est bien de le préciser. On J'avais est... prévenu. T'es pas toute seule. Merci beaucoup aussi Raph. Et on n'oublie pas la fête du court-métrage Ah non. du 19 au Bah tu le connais toi. 25 mars. Voilà. Eh oui, à Aéroville-Saint-Clair. Aéroville-Saint-Clair. Et un peu à principalement. côté aussi, au Cinéma Luxe avec des avant-séances et au Café des Images avec des Bah. petits courts-métrages partout. Tu vois que t'avais un pitch à Toujours. la con. Bah oui. Merci beaucoup Evan aussi pour ses critiques. Merci beaucoup Lenny qu'on adore. On a dit au début qu'on le détestait mais on l'adore. Merci Zéphyr pour la revue d'actu. Merci beaucoup Marion aussi pour cette régie, ces interventions toujours fait chapeauter même. T'es un peu notre... Je pars dans une impro, t'es un peu le chapeauté de Shrek, celui qu'on préfère et qui fait un 2 qui est magnifique. Et aujourd'hui on attend le 5 du Shrek qui n'est toujours pas arrivé. Voilà, je suis parti dans une impro. Ah, t'as plu?
Oui, et puis tu m'as rendu Zéphyr, donc ouais, non. Oui, c'est bon, il est toujours enfermé. Famine. Non, là, cette fois-ci, on te croit pas, parce que t'as vraiment mangé devant nous tout à l'heure, donc on peut pas te croire cette fois-ci. Merci aussi pour cette écoute. Vous pouvez nous retrouver sur YouTube. Apparemment, on est filmé, de ce que je comprends. On est aussi en podcast sur Station B, évidemment, sur Spotify, sur Deezer, Apple Podcast aussi. Bref, on est partout. Sur les réseaux sociaux, on est sur TikTok, Facebook, Instagram. N'hésitez pas à nous suivre aussi. C'était un plaisir d'animer cette émission avec vous. Je vous en remercie et je vous souhaite évidemment une très bonne soirée avec tout de suite après, donc Metal Jackhammer. Cet entretien sera intégralement pas filmé. Et où est-ce qu'il est, ce con de Perchman? C'est fin, ça se mange ça. Moteur! Oh putain, moteur!